Mesdames, Messieurs, chers amis de ParisTech, chers amis des grandes écoles, je suis très heureux de vous accueillir dans cette prestigieuse école des mines ParisTech, au nom du réseau des 10 écoles membres de ParisTech, et ce soir particulièrement au nom de ParisTech Alumni, la fédération qui rassemble les 10 associations des ingénieurs diplômés des 10 écoles de ParisTech, ainsi que l'association HEC Alumni. Alors ParisTech Alumni a été créé en 2008, au début comme un simple comité de liaison entre les associations d'anciens, puis il s'est imposé entre-temps par son travail comme une structure de coopération renforcée entre les écoles, les associations, fédérant aujourd'hui environ 150 000 diplômés à travers le monde. Alors cette organisation a pour but d'accompagner le développement national et international de ParisTech, d'abord par la force de son réseau, je le disais, 150 000 alumni, acteurs du monde économique, qui sont rassemblés aujourd'hui dans une communauté que je qualifie de vraiment très vivante, notamment à l'international, où à travers notre réseau social ParisTech Forum, ils disposent d'un outil sur lequel 5000 d'entre eux sont inscrits aujourd'hui pour converser. Et nous disposons aussi de groupes régionaux très actifs par grande région du monde. Nous relayons aussi les attentes du marché de l'emploi. ParisTech Alumni favorise aussi la visibilité globale des ingénieurs de ParisTech. Il assure une coopération entre les associations d'alumni pour réaliser entre elles des synergies et des mutualisations. Enfin, ParisTech Alumni contribue aux orientations stratégiques et à la gouvernance de ParisTech à travers notamment la Fondation ParisTech. La Fondation ParisTech est un des soutiens de notre manifestation de ce soir, et avec la banque BNP Paribas, et je tiens à remercier ces deux institutions d'être nos parrains ce soir. La Fondation ParisTech abrite aussi désormais, vous le savez, ParisTech Développement, qui est la nouvelle structure de gouvernance ParisTech qui a succédé au 1er janvier 2016 à l'établissement public ParisTech, qui était devenu un peu lourd juridiquement et surtout par obligation de la loi sur l'enseignement supérieur, le statut de cet établissement public ayant été supprimé. Parmi les missions de ParisTech Alumni figure celle de contribuer au rayonnement de la marque ParisTech. Or, cette marque est assise sur des actifs, et elle est aussi animée des valeurs de nos grandes écoles. Ces valeurs de nos grandes écoles, je les rappelle, mais je pense que les partagent tous: un recrutement très sélectif, une excellence académique et de recherche, une ouverture au monde économique et à l'entrepreneuriat, et un engagement international. Alors ParisTech a décidé en 2015 de faire rayonner les compétences académiques, technologiques et professionnelles de son réseau, ParisTech Alumni, en engageant la constitution, on va dire à date régulière, tous les 18 mois ou 2 ans, d'une somme de connaissances thématiques. Alors, cette initiative s'est traduite par la publication d'un livre, au début avec un nom de code qu'on avait appelé le ParisTech Book, et puis ce nom semble rester. En tout cas, ça prend la forme d'un livre abordant une thématique, notamment sociétale, que l'on veut la plus partagée par les diplômés de nos écoles, où la plus-value de ParisTech Alumni réside dans le prisme original et l'objectivité scientifique des diplômés qui contribuent à son écriture. Alors ce chantier a été long, environ 18 mois, pour cette première édition du ParisTech Book, qui a été consacrée, COP 21 puis COP 22 oblige, au thème de la transition énergétique, des transitions énergétiques. Je tiens à remercier ce soir les acteurs de notre réseau, sans lesquels ce projet ParisTech Book n'aurait pas pu voir le jour. D'abord le collectif des 23 contributeurs de haut niveau qui ont écrit les chapitres de ce livre. La plupart sont diplômés de nos écoles de ParisTech, qu'ils soient agronomes, mineurs, ingénieurs des ponts, chimistes, télécoms, gazards ou physiciens, dont certains sont présents dans la salle ce soir. J'aurai une pensée particulière ce soir également pour notre ami Hervé Bichat, grand scientifique qui a contribué à ce livre, disparu à l'été 2015. Le comité de rédaction qui a pensé cet ouvrage, inspiré son plan original, séduit le conseil de ParisTech Alumni, sélectionné les auteurs et finalisé l'objet qui est dans vos mains ce soir. Je veux les saluer ce soir. À ce titre, tout particulièrement, le travail de coordination remarquable qu'a effectué Bertrand Cauchy, ici présent, un élève de cette maison, un mineur, et de son équipe tout à fait infatigable. Je cite François Giget, Jean-Luc Le Goupil, François-Xavier Martin, Richard Robert, ici présent, et Georges Sapie. Qu'ils soient remerciés de leur travail sur cet ouvrage. Alors avant de conclure, un mot sur ParisTech, parce que c'est aussi ParisTech, et surtout ParisTech, et son avenir qui nous relie ce soir. Les formations d'ingénieurs généralistes de haut niveau
capables de développer une compréhension globale des systèmes, sont évidemment indispensables au maintien de la compétitivité de notre économie en confortant son offre technologique et industrielle de premier plan. Ils sont très recherchés en France comme à l'international. Nos ingénieurs reflètent les valeurs des grandes écoles que j'ai citées. Ces profils constituent de puissantes forces d'innovation et de management au sein de nombreuses entreprises ou institutions de recherche publiques ou privées dans le monde. Il y a beaucoup de grands patrons d'entreprises du monde entier qui sont issus de nos écoles. Pour faire face à un marché de l'éducation supérieure devenu concurrentiel et mondial, la prééminence et la modernité de la formation d'ingénieurs dite à la française doivent être réaffirmées. Malgré leur excellence, les écoles d'ingénieurs français sont encore insuffisamment structurées collectivement pour peser fortement à l'international notamment. Elles doivent donc être plus collaboratives et accélérer leur regroupement pour améliorer la lisibilité de leur offre et accroître ainsi leur attractivité. L'exemple des universités anglo-saxonnes, dont les composantes les plus prestigieuses disposent d'une grande autonomie en général au sein d'une institution puissante, bâtie sur un modèle fédéral, doit permettre d'imaginer un mode de coopération plus flexible entre l'université et les grandes écoles. Enfin, ParisTech est un magnifique projet qui remonte maintenant à pratiquement 20 ans en arrière. Son principe de mutualisation entre grandes écoles reste une expérience rare de coopération renforcée, réussie, entre établissements de l'enseignement supérieur français, dépassant la seule notion de campus pour jouer le jeu du rassemblement pluridisciplinaire autour de grandes écoles voisines et de premier plan. Cette construction collective est ainsi parvenue à instaurer une marque de référence, ParisTech, notamment grâce à des réussites très concrètes. À l'international, en Chine notamment, avec nos JV que nous partageons avec les universités de Jiaotong ou de Wuhan, au Brésil ou en Russie, où ParisTech a des antennes très actives et avec pays avec lesquels nous avons des échanges d'étudiants de plus en plus importants. Notamment en Chine, pratiquement 200 étudiants par an formés soit en France, soit en Chine. En France aussi, avec des projets de recherche et des chaires interécoles portés par la Fondation ParisTech, par exemple sur la biomécanique, sur la ville du futur, sur la mobilité, sur l'alimentation du futur, ou avec la réalisation de l'Institut Villebon-Georges Sherpak que vous connaissez. À l'instar de ParisTech, l'avenir de notre enseignement supérieur ne viendra pas des démonstrations d'autoritarisme créant par la contrainte de vastes superstructures universitaires, ingouvernables, hétérogènes, souvent n'ayant comme vision que l'égalitarisme, voire le dogmatisme, des structures digérant littéralement nos grandes écoles, avec leurs exceptions remarquables. Nos traditions, nos marques, nos résultats internationaux, la diversité de nos écoles, le lien fort au monde économique représenté par les alumni et les relations avec les entreprises, leur rayonnement international, enfin leur positionnement premium. Ce mouvement désordonné ne peut conduire qu'à des erreurs stratégiques que même les universitaires redoutent. Alors, nous croyons à ParisTech et nous affirmons que notre enseignement supérieur ne progressera que par l'émergence de projets collectifs et ambitieux, portés par des sous-ensembles collaboratifs, homogènes, en lien avec le monde économique, bref, à l'image de ParisTech. Je vous remercie. Oui, bonsoir à tous. On va commencer cette table ronde. Notre dernier intervenant vient d'arriver. Merci Jean-François Münster. Je m'appelle Stéphane Marchand, je suis le rédacteur en chef de ParisTech Review, qui est une des réussites finalement de ParisTech, Vincent. Et ce soir, nous allons parler de la transition énergétique. Nous avons 4 intervenants tout à fait exceptionnels qui vont nous en parler. Je vais les présenter dans l'ordre chronologique dans lequel ils vont intervenir. Nous avons Jean-François Münster, qui est un membre de l'Académie des technologies, mais l'ancien directeur scientifique de Total également. Nous avons monsieur Delechelle, qui est le directeur d'innovation de Valeo. Monsieur Claude Imoven, qui est directeur général délégué de Saint-Gobain. Et Marion Guillou, ancienne directrice de l'INRA, et aujourd'hui directrice, je le prends, d'Agranium, qui est l'Institut agronome des vétérinaires et forestiers.
Alors, nous allons parler de la transition énergétique et on va commencer par Jean-François Münster parce qu'il va être capable de nous donner un panorama général. Tiens, prenez un micro. Un panorama général. Et j'aimerais bien que vous nous fassiez votre petite présentation en ayant à l'esprit le chiffre qui a été révélé par l'AIE au début de la semaine et qui dit qu'en 2040, le pétrole, le gaz et le charbon représenteront toujours 74% de la consommation primaire d'énergie, ce qui semble, au regard du titre du livre et de la soirée, un peu une déception, ou alors un challenge insurmontable. On vous écoute. Oui, ça dépend comment on s'y prend. Si effectivement on extrapole à partir de l'actuel, on tombe sur ce genre de résultat. Mais si on regarde le futur lointain qu'on voudrait avoir et qu'on revient en arrière, on peut trouver d'autres réponses. Donc c'est tout l'enjeu. Donc je suis chargé, donc j'ai compris, de parler de la transition énergétique. Comme le sujet est vaste, les différents interlocuteurs vont regarder le sujet sous forme très différente. Alors j'ai 3 supports. La première chose, c'est qu'il faut avoir en tête que la demande énergétique mondiale va continuer à croître. C'est presque immanquable, parce que ça dépend de 3 facteurs. La croissance de la population, et vous savez qu'à l'échelle de l'histoire de l'humanité, la croissance de la population n'a jamais été aussi rapide, même si on peut imaginer que cette croissance va ralentir. Elle est quand même à peu près d'1,6% par an, et essentiellement dans les pays en développement, pas dans les pays de l'OCDE. La deuxième chose, c'est qu'on est dans des trajectoires de développement économique, notamment pour ces milliards d'habitants, et c'est une réalité qui continue à exister, même si elle se ralentit. Le regard qu'on peut avoir sur la croissance économique de l'Europe est une myopie par rapport à ce qui se passe à l'échelle mondiale et aux milliards d'habitants qui se développent. Et puis le troisième, c'est l'intensité énergétique des économies. Si l'intensité énergétique des pays de l'OCDE est faible, parce que nous avons externalisé les productions industrielles qui sont consommatrices d'énergie, et parce que nous avons beaucoup d'économies de services, ce n'est pas du tout le cas dans les pays en développement. Le développement se traduit d'abord par des demandes de mobilité, et la demande de mobilité, ça se traduit par des demandes d'énergie à l'échelle des individus. Donc ces facteurs sont presque incontournables, et il faut apprendre à les gérer. La deuxième chose, c'est que la perspective du changement climatique, qui est déjà en route, impose de changer le système, et de changer non seulement le système de production d'énergie, mais également la consommation. Et c'est une partie de la richesse de ce livre, de mettre d'abord l'accent sur la consommation avant de mettre l'accent sur la production d'énergie. Il n'y a pas de problème de ressources d'énergie pour la planète, pour l'humanité, j'entends. Il y a assez de flux d'énergie sur Terre pour que l'humanité en détourne une petite partie pour ses besoins. Qu'elles soient les flux d'énergie naturelle actuels ou que ce soit les ressources d'énergie fossiles. Et c'est une des raisons pour laquelle, quand on extrapole à partir de l'actuel, on tombe facilement sur des grosses proportions d'énergie fossile dans le mix énergétique du futur. Mais on a quand même des enjeux de coût, parce que les technologies nouvelles sont coûteuses, plus coûteuses que les technologies existantes. Et par conséquent, on a un enjeu majeur de développement technologique avec des baisses de coûts. On a des chances pour cela parce qu'une bonne partie des nouvelles sources d'énergie, en particulier les systèmes d'énergie renouvelables, relèvent de l'industrie manufacturière, contrairement à la transformation des ressources fossiles qui relèvent de l'industrie de procédés. Et dans l'industrie manufacturière, le scale-up, l'augmentation de la taille de l'industrie est un facteur majeur de baisse de coûts. Et par conséquent, on a bien plus de chances de baisser le coût des systèmes d'énergie renouvelable que dans l'industrie de procédés. C'est d'ailleurs ce qui se passe. Le coût du photovoltaïque a été d'un facteur 5 en 5 ans. Bien sûr, à cause de surproduction industrielle mondiale, à cause de dumping, à cause de tas de facteurs, reste que c'est la réalité observée. Et puis ça nécessitera des investissements rentables. On ne peut pas imaginer de transformer le système énergétique de façon purement avec des mécanismes étatiques, comme ça a pu se faire dans les années 60, mais il faut avoir une industrie rentable pour arriver à le faire à l'échelle voulue. Les chiffres sont gros. Je ne dis pas énorme, parce que quand c'est des chiffres mondiaux, c'est toujours gros. Le GIEC parle d'augmenter l'investissement énergétique de 500 milliards de dollars par an, chaque année, d'ici 2035. Et l'AIE parle d'un investissement global d'ici 2050 de 40 000 milliards de dollars.
Et encore une fois, rappelez-vous que rien que dans l'industrie pétrolière, en crise en ce moment, c'est de l'ordre de 300 à 400 milliards par an. Et en crise, en situation de richesse pétrolière, c'est plutôt 700, 800. Multiplié par 35, c'est pas hors de proportion. C'est pas des chiffres d'investissement mondiaux qui soient complètement hors de portée. Et cette transformation, il faut en faire une opportunité. Une opportunité énergétique, une opportunité pour la planète, mais aussi une opportunité industrielle. Le deuxième commentaire, je ne sais pas qui passe les slides. Merci. C'est que ce n'est pas la première fois que l'humanité vit une transition énergétique. On en a vécu pas mal dans l'histoire. L'hydraulique au Moyen-Âge, le charbon au XIXe siècle, le pétrole et au XXe siècle, l'électricité aussi au XXe siècle et plus récemment. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette transition énergétique est qualitativement différente de celle qu'on a vécue, de plusieurs façons. La première, c'est que dans le passé, les transformations énergétiques se sont toutes faites en mode push. On a mis en place l'industrie du charbon et cela a permis de changer les sociétés, l'industrie, etc. Tandis que là, cette transformation vient d'un facteur externe. Le changement climatique nous impose de changer. S'il n'y avait pas ça, l'économie dirait qu'il faut garder le système actuel. Il faut mettre en priorité, et ça c'est très différent du passé, la consommation. Parce que la réduction de la consommation est indispensable, l'efficacité énergétique est indispensable dans cette transition. Et dans le passé, c'était le contraire. La disponibilité d'énergie nouvelle permettait de faire des choses qu'on n'avait jamais faites et que l'humanité n'avait jamais faites. Donc ici, on est dans une contrainte externe et une contrainte liée à la maîtrise de la consommation. La troisième chose, c'est que toutes ces industries du passé se sont construites à partir de rien, sur des durées assez longues en fait, entre les premiers puits de pétrole et l'industrie pétrolière des années 50, il s'est passé un siècle ou presque. Donc c'était des temps longs et c'était des constructions sur rien. Il n'y avait pas d'industrie pétrolière avant le pétrole. Tandis qu'aujourd'hui, on doit remplacer d'une part des systèmes industriels et de production massifs, mondiaux et préexistants, organisés dans des chaînes industrielles avec des acteurs de différentes tailles, etc. Mais si on parle aussi de la consommation, la ville, la mobilité sont des systèmes installés qu'il faut transformer. Par conséquent, on est dans la transformation de systèmes existants très complexes, et ça, c'est plus difficile à faire que créer à partir de rien. L'autre facteur, c'est que c'est mondial. Très souvent, on voit des projections sur l'énergie du futur et l'industrie nécessaire et la consommation à l'échelle de pays. Ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut quand même se rappeler que le prix du pétrole est déterminé par l'Arabie Saoudite. L'avenir du nucléaire est suspendu à la suite de Fukushima, le prix du PV à l'industrie chinoise et le gaz à l'industrie américaine. Donc pensez que la valeur sur le marché de ces industries, et de toute façon l'industrie, on ne peut pas avoir de marché à l'échelle d'un pays comme la France, c'est trop petit pour une industrie énergétique. Et par conséquent, il faut que ces industries se projettent, aussi petites soient-elles. Une start-up du photovoltaïque doit penser à vendre sur le marché mondial. Par conséquent, on est dans une économie mondialisée et une transformation à cause du changement climatique mondial du système énergétique, ce qui n'était pas le cas des situations précédentes. Donc il faut intégrer toutes ces dimensions-là. En revanche, il y a des leçons à tirer. Toutes les transitions énergétiques du passé se sont accompagnées par des transformations majeures des sociétés. La mobilité est une transformation majeure de nos sociétés. Et la transformation du futur sera aussi immanquablement une transformation majeure, sociale, sociétale, à la fois de nos sociétés, qui sont toujours extrêmement difficiles à appréhender, à anticiper, mais en même temps, c'est passionnant et c'est ça qui construit le futur. Un dernier point, sur la slide suivante. On est dans une transformation de la société systémique. On a besoin absolument de regards complémentaires. On ne peut pas avoir aucun acteur qui a une vision complète de ce que ça peut être et de ce que ça peut faire. Et par conséquent, tous les regards et toutes les expressions, on a l'impression que tout le monde se mêle du sujet, tout le monde exprime des choses complémentaires les unes des autres. C'est normal et c'est très sain, c'est nécessaire.
Et à cet égard, le livre des alumni de ParisTech rentre dans cette logique-là. Et en particulier, je pense qu'à partir du moment où on a affaire à des systèmes, il faut intégrer dedans un regard d'ingénieur. Parce que ce sont eux qui sont capables de penser le système et de penser sa construction. Et d'autre part, à partir du moment où on est dans une transformation sociale, sociétale, économique, industrielle, il faut le faire dans une culture d'innovation. Et cette culture d'innovation n'est pas seulement technologique, c'est une culture d'innovation business, d'usage, aussi bien que technologique. Sinon, ça ne pourra pas se faire. Et on a la chance, en particulier en France, d'avoir en ce moment une croissance visible, mesurable de la culture d'innovation et de la culture d'entrepreneuriat. C'est absolument nécessaire pour cela. Merci beaucoup, Jean-François. Vous aurez évidemment le temps, voire le devoir de poser des questions tout à l'heure, mais on va commencer par écouter tous les intervenants pour se faire une idée assez globale du sujet. Marion Guillou, on va passer vraiment au sujet qui est le vôtre. Quelle est la contribution de l'agriculture à la transition énergétique, en ayant à l'esprit qu'il y a pas mal de paradoxes en la matière. On sait que les terres arables ne sont pas multipliables à l'infini, qu'il va y avoir une urbanisation massive avec des classes moyennes qui vont émerger, qui, paraît-il, consomment de la viande. Et quand on consomme de la viande, le bilan énergétique est très lourd. Enfin, voilà, on a l'impression qu'on est un peu coincé dans pas mal de paramètres. Donc vous allez nous dire comment est-ce que l'agriculture peut participer utilement, bien sûr, à la transition énergétique. On vous écoute. Bon, d'abord, comme le disait Jean-François, je vais partir de la consommation, c'est-à-dire de l'alimentation. Et ce qui m'a amusé en t'écoutant, c'est que, au fond, ton plan du début, je pouvais le prendre exactement de la même manière. La demande va croître, on est en train de changer de système, il n'y a pas de problème de ressources, il y a des enjeux majeurs identifiables, il faut faire du risque une opportunité, même si là, le risque dans le domaine alimentaire, c'est plus un risque de santé qu'un risque de transition énergétique ou un risque climatique. Ce n'est pas la première transition, mais celle-ci est différente. D'une certaine manière, c'est amusant de voir de secteur à secteur comment les raisonnements peuvent se défiler de la même manière. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? La demande va croître parce que les pays, les classes moyennes augmentent, on parle de 3 milliards. Dans l'histoire de l'humanité, chaque fois que les gens se sont enrichis, ils ont d'abord essayé de manger à leur faim. Il y a quand même beaucoup de bon sens dans l'histoire humaine. La deuxième chose, c'est qu'ils ont essayé de diversifier leur alimentation, c'est-à-dire de ne pas manger toujours la même chose. La troisième chose, c'est qu'ils ont toujours essayé d'avoir accès à des protéines d'origine animale. C'est-à-dire qu'en fait, c'était toujours le nirvana de toutes les sociétés, même les sociétés en Inde, l'Inde est le plus grand pays consommateur de lait. Donc il ne faut pas croire que nos modèles d'ici ne sont pas des modèles universels. Donc tout ça, ça pousse à plus de demandes. C'est à partir des phénomènes de consommation que ça pousse à plus de demandes, comme chez toi. La demande va croître. C'est de fait, le système a changé. Oui, pourquoi? Parce qu'auparavant, pour manger normalement, il faut 2200 kilocalories par jour, par personne. Bon, c'est pas pareil pour un nouveau-né, pour quelqu'un dans la force de l'âge, mais je vous parle de moyenne. Et de fait, entre 1960, disons, pour avoir quelques ordres de grandeur, vous avez l'ordre de grandeur évidemment de la population du monde, le 1 milliard du 19e, le 3 milliards 1960, le 6 milliards 2000 et le 7 milliards maintenant. Donc dans l'histoire de l'humanité, évidemment, quand on passe de 3 à 6, et que les gens mangent plus à leur faim, pendant qu'on est passé de 3 à 6, les rendements agricoles ont été multipliés par 2,4. Donc en moyenne, les gens ont mieux mangé. Et aujourd'hui, contrairement à ce qu'on entend ici et là, il y a assez à manger pour tout le monde sur la Terre. Le problème, c'est un problème d'inégalité ou de non-accès à cause des guerres, des crises ou du pouvoir d'achat. Mais la quantité est là. Et comme Jean-François, je pense que la ressource, évidemment, ça suppose qu'on soit un peu intelligent, qu'on ne fasse pas n'importe quoi, n'importe où, mais la ressource ne sera pas le problème limitant, en supposant un peu d'intelligence collective. Il y a d'autres enjeux majeurs, et notamment lorsqu'on parle d'alimentation. Pour l'instant, l'enjeu majeur, c'est un enjeu de santé, avec bien sûr les 800 millions de personnes qui n'ont pas assez à manger, mais chose qui vous surprendra peut-être plus, 2 milliards de personnes qui ont des maladies graves à cause de déficits nutritionnels, c'est-à-dire de manque de certains micronutriments. Vous entendez parler de manque de folate, de manque de vitamine A, et qui amènent à des déficits majeurs, des QI diminués, des choses irréparables.
par la suite, hein, quand les enfants grandissent. Donc notre problème est plus un problème d'équilibre nutritionnel qu'un problème de quantité. Et on dit, disons 600 millions de gens obèses, 1 milliard de gens qui consomment trop, qui sont trop gros, et avec toutes les maladies qui vont avec, hein, donc les diabètes, enfin toutes les maladies non infectieuses qui vont avec ces problèmes de suralimentation. Donc au fond, c'est pas la première transition alimentaire, hein. Comme je vous le dis, il y a une histoire des transitions alimentaires sur la planète, hein, avec cette diversification et cet accès aux produits d'origine animale, mais celle-ci est différente parce qu'on est passé à l'excès. Et ce qui est intéressant dans notre domaine, qui là n'existe pas sans doute dans le domaine énergétique, c'est qu'on a une divergence entre l'évolution génétique de notre corps, mais aussi je pourrais vous parler du microbiote intestinal, hein, qui sera un acteur important dans les années qui viennent. On a un vrai problème de divergence des temps entre les évolutions génétiques et les évolutions alimentaires. Donc en Chine, les Han, ceux qui survivaient, c'est ceux qui avaient une bonne efficacité alimentaire, hein, il valait mieux, on s'en sortait mieux comme ça. Et puis d'un coup, vous arrivez avec trop de graisse, trop de sucre. Donc 30% d'enfants obèses à Shanghai. Enfin, vous voyez, donc des phénomènes d'évolution génétique qui ont sursélectionné des gens aptes à bien utiliser les calories et avec un régime alimentaire soudainement très très différent du régime qui avait fait l'évolution des générations. Donc dans le domaine alimentaire, on se trouve de fait, alors j'ai un premier transparent, voilà c'est ça, donc l'alimentation, on peut considérer ça, maintenant que je reviens à la transition énergétique, comme un poste de consommation d'énergie, un poste de consommation d'eau, un poste de consommation, et là je vous ai mis les empreintes carbone et les empreintes énergie, et en se demandant au fond comment est-ce qu'on peut réduire ces empreintes énergétiques, climatiques, sur l'eau et enfin sur tous les facteurs dont on pense qu'ils seront les facteurs limitants lorsque la population augmente et donc il faut gérer avec intelligence. Le premier facteur qui va compter, ce sont les régimes alimentaires. On avait fait une prospective à l'INRA entre des régimes alimentaires qui suffisent à manger correctement, 3000 kilocalories par personne, je vous disais 2200 nécessaires, donc 3000 kilocalories disponibles par personne, vous ne mangez pas tout, hein, vous ne mangez pas la peau des pommes de terre ou choses comme ça, donc les 3000 calories dont 500 d'origine animale, c'est un régime tout à fait bien qui permet de vivre normalement, donc on compare ça à la prolongation des tendances actuelles. Si on prolonge les tendances actuelles, on a besoin, on dit 60-70% d'augmentation de la production agricole. Si vous considérez que toutes les régions du monde ont accès à ce qu'il faut, les 3000 dont 500, c'est 30%. Donc le premier ordre de grandeur, et ça les gens ont pas ça en tête, le premier ordre de grandeur dans notre domaine, c'est quels seront les régimes alimentaires de demain. Et notamment si tous les pays partent sur un modèle excessif, on a évidemment un appel à la production agricole qui sera bien supérieur. Le deuxième ordre de grandeur, important, un peu moindre, mais quand même, pertes et gaspillages. Alors les chiffres sont franchement très approximatifs, hein, parce qu'autant vous dire que en France, on vient seulement de commencer à mesurer sérieusement. Les meilleures études sont américaines ou anglaises, et on a dit 30% de pertes et gaspillages. Je ne mettrai pas ma main au feu, mais les ordres de grandeur, c'est quand même plusieurs dizaines de pourcents. Donc là aussi, un ordre de grandeur très significatif. Vous avez vu que le plan en France, c'est de diminuer de moitié les pertes et gaspillages d'ici, je crois, 2025, hein, le plan Garot. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on éduque. Il y a des tas d'expérimentations qui montrent que ça marche. On change les dates limites d'utilisation optimale pour que les gens sachent bien qu'un yaourt, vous pouvez le manger bien au-delà de la date qui est marquée. Voilà. Donc un peu d'éducation alimentaire, hein, des indications d'étiquetage, des obligations sur les professionnels. Vous avez vu que les distributeurs ont un certain nombre d'obligations de récupération. Voilà, donc un plan qui peut permettre, dans les différents pays, de diminuer les pertes et gaspillages, sachant que dans les pays, disons, africains, les pertes et gaspillages sont plutôt à l'amont, c'est-à-dire au champ ou dans la conservation dans les silos. Hein, vous savez, les moisissures et la dégradation faute de silos bien faits. Et chez nous, les gaspillages sont plutôt à l'aval. Donc, c'est pas au même endroit qu'il faut agir. Le troisième facteur, c'est le transport. Et le transport, c'est très paradoxal. Je vous ai dit, 30 à 50% des transports de marchandises sont des transports de denrées alimentaires. Et je vais ajouter à ça le fait que quand vous prenez votre voiture pour aller au supermarché et que vous ramenez vos courses, c'est comme si un camion avait fait 800 km. Parce qu'évidemment, vous en portez très peu.
Et proportionnellement, vous consommez beaucoup plus que si, voilà. Bon, enfin, vous avez compris mon affaire. Et donc, selon comment les denrées sont transportées, le bilan du transport n'a rien à voir. Le dernier kilomètre étant évidemment, comme dans beaucoup d'affaires, le problème. Alors, donc, des solutions industrielles aussi, en plus de ces trois aspects à regarder. L'éco-conception, la réduction, la substitution et puis la production, donc la récupération de déchets pour produire de l'énergie. Donc là, je vous parle de la consommation parce que c'était effectivement un parti pris intéressant du livre Transition énergétique, c'est-à-dire au fond les comportements de chacun et d'une population mondiale qui va en croissance et dont le pouvoir d'achat en moyenne, je ne ferai pas de politique aujourd'hui, disons s'améliore et conduit à beaucoup augmenter le pouvoir alimentaire. Alors l'agriculture dans tout ça, l'agriculture au fond c'est de la même manière, c'est un poste de consommation, donc c'est voilà exactement, c'est un poste de consommation d'énergie. Alors consommation d'énergie, les tracteurs, les machines, les bâtiments, les serres, les engrais, ça vous le savez peut-être moins, hein, c'est un énorme poste de consommation d'énergie parce que pour fabriquer les engrais, bon, il y a des procédés industriels dont certains d'entre vous ont connaissance de près et qui sont très consommateurs de gaz. Et puis c'est donc engrais, serres, machines, les élevages, les alimentations pour animaux. Et un certain nombre de solutions, là aussi, pour réduire la consommation d'énergie. Si on veut réduire le fuel des tracteurs, les machines, eh bien le non-labour. Si on veut le semi-sous couvert, enfin, dans des techniques agricoles qui permettent de passer moins de tracteurs. Le réglage des tracteurs, la substitution avec de l'huile de colza. Enfin, il y a un certain nombre de solutions concrètes. Et donc au niveau de la ferme et puis au niveau des systèmes, donc au niveau des territoires, parce que pour la matière fertilisante, si vous avez un élevage à côté, vous récupérez ces effluents, les effluents ne polluent pas et vous n'avez plus besoin de l'apport d'engrais. Enfin, vous voyez donc des systèmes à concevoir collectivement qui permettent d'être plus efficaces. Le deuxième aspect de l'agriculture, c'est que ça peut être producteur. Et ça, c'est l'agriculture peut produire de la biomasse, et on va peut-être en reparler. Et la biomasse, pour suivre l'exposé de Jean-François, c'est finalement la manière de produire du carbone qui est renouvelable. Puisque un arbre, quand vous brûlez un arbre, vous pourrez vous dire c'est beaucoup de dégagement de CO2, mais comme il a pompé autant de CO2 pour croître que ce qu'il redégage, évidemment, c'est une machine neutre. Donc c'est très intéressant. Alors c'est une machine neutre qui évidemment vous étalez la compensation sur le temps que met l'arbre à croître. Hein, vous voyez bien qu'il y a un problème d'étalement dans le temps, mais quoi qu'il arrive, c'est une machine neutre, donc beaucoup plus intéressante que les énergies qui ont mis très très longtemps à se constituer, comme les énergies d'origine fossile. Donc on voit bien que toutes ces contraintes climatiques tendent à rendre intéressante l'utilisation de la biomasse pour faire, alors selon le cas, de la chaleur, c'est l'utilisation numéro 1. Dans tous les pays en développement et dans l'histoire de l'humanité, le bois était une manière de se chauffer. Bon, la chaleur, c'est le numéro 1. Carburant, parce qu'un des sujets, ça va être comment on peut substituer cette énergie très dense, hein, qui est l'essence, le pétrole pour les voitures, pour la locomotion, et éventuellement de la cogénération et de la production d'électricité. Et donc le sujet, ça va être comment est-ce qu'on peut transformer la biomasse potentiellement en énergie, parce que le bilan carbone, gaz à effet de serre est meilleur, et est-ce que les ordres de grandeur ont un sens par rapport à l'échelle du problème ? Donc là, je vais très vite. Vous avez sans doute entendu parler de première génération, deuxième génération, troisième génération. La première génération, on utilise les organes de réserve, donc les sucres, les huiles, ce que finalement on mange. Donc on est en concurrence avec les usages alimentaires. Et c'est les biocarburants que vous avez aujourd'hui. Donc l'éthanol, le biodiesel, ce sont ces produits à partir de betteraves, à partir de graines de blé. Deuxième génération, et là c'est beaucoup plus intéressant, ça utilise des tissus de soutien. Les tissus de soutien, vous savez, c'est l'armature des plantes, l'armature des arbres, lignocellulose. Le problème, c'est que comme il y a une bonne armature très solide, il va y avoir un sujet de dégradation de l'armature pour avoir accès aux celluloses et hémicelluloses, donc au sucre qu'on va fermenter. Donc ça demande, ça marche très bien en laboratoire, hein, je pense que vous avez tous vu marcher ça. Le sujet, c'est le sujet du coût. Donc on revient au sujet de la faisabilité, non pas technique, mais de la faisabilité industrielle. Et du coup, le coût des enzymes, donc il y a plusieurs voies. Mais il y a des pilotes qui marchent déjà fort bien en Europe, aux États-Unis, en France. Et on dit, alors je ne sais pas Jean-François ce que tu en penses, mais on dit que d'ici quelques années, ça peut arriver sur le marché. Enfin, je pense que
Bon, enfin, tu diras ce que tu en penses. Enfin, en tous les cas, donc, à l'INRA, on avait créé un certain nombre de pilotes, et donc, c'est techniquement faisable. Le sujet, c'est bien le prix des enzymes. Alors après, les autres possibilités de production d'énergie, ben, le biogaz, donc la fermentation de la matière organique pour faire ce qu'on appelle du gaz vert. Pour l'instant, ça marche chez nous très très mal, très très peu. Quand vous regardez l'Allemagne, c'est complètement différent. Quand vous regardez la Grande-Bretagne, c'est complètement différent. Donc les systèmes incitatifs ont été différents. Donc il y a des leçons à tirer. La loi de transition énergétique fixe des objectifs ambitieux. Ben, comment est-ce qu'on peut se donner les moyens d'atteindre ces objectifs ambitieux de la loi de transition énergétique, puisqu'on est censé évoluer très vite. Et puis, alors, je peux, pour l'amusement, parler des champs solaires. J'étais en Espagne il n'y a pas longtemps. Je peux vous dire que c'est non négligeable le nombre de champs couverts de panneaux solaires. Et alors, ce qu'on est en train de regarder, c'est si on ne peut pas faire un peu comme pour l'agroforesterie, 2 couches, c'est-à-dire, au lieu de faire arbre culture, faire panneaux solaires culture, surtout dans des pays où l'ensoleillement est trop fort. Voilà, donc l'agriculture, ça peut être une source d'énergie, finalement, et les ordres de grandeur de la biomasse, on le voit dans les prévisions notamment de l'Agence internationale de l'énergie, sont significatifs. Alors après, notre sujet à nous, c'est de voir comment est-ce que les systèmes proposés peuvent être durables, c'est-à-dire non seulement du point de vue de la production de biomasse, mais aussi pour la biodiversité, pour l'eau, donc pour tous les autres facteurs de production. Donc ce à quoi on va s'attacher, parce que là aussi il y a besoin d'innovation, là aussi il y a besoin d'approche systémique, parce que si vous regardez seulement la production d'énergie et que vous oubliez qu'il y a besoin d'eau, vous vous plantez complètement. C'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez regarder un système qui produira de l'énergie d'une manière soutenable et économique. Merci Marion. Donc nous continuons notre voyage dans la transition énergétique avec un gigantesque gisement d'économie énergétique, l'habitat. Claudie Mauvaine, vous allez nous en parler. On sait que bon, c'est un grand gisement, qu'il y a des économies à faire. On sait aussi que le taux de rénovation du stock de logements anciens est à peu près le tiers de celui qu'il faudrait qu'il soit pour qu'on atteigne les objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Donc il y a du travail, en quelque sorte. On vous écoute. Merci. D'abord, après s'être rassasié, il va falloir nous loger maintenant. Donc c'est un peu mon propos. Je ne vais pas faire de grandes présentations, je vais donner quelques exemples. La seule partie un peu générale, si on voit la première slide, donc la suivante, c'est de voir qu'effectivement, on a parlé de la croissance de la démographie mondiale, mais il y a aussi un phénomène qui est l'urbanisation. Vous voyez là, dans ces courbes, les projections, en fait, une stagnation de la population rurale, et puis une montée en flèche de la population urbaine. C'est clair qu'avec cette croissance, essentiellement dans les pays émergents, avec des besoins intrinsèquement plus grands, avec une efficacité énergétique plus faible, on ne tient pas les objectifs qui sont ceux de réduction des gaz à effet de serre, et qu'on est très loin des scénarios de diminution, notamment de 2 degrés tels qu'ils sont envisagés. Alors, encore une fois, je vais vous donner des petits exemples pratiques. Slide suivant. D'abord, parler un petit peu du groupe Saint-Gobain. Vous le connaissez, nous avons fêté en octobre de l'année passée nos 350 ans. Un groupe né en France, 40 milliards d'euros, 510 000 employés, un des 100 plus grands groupes industriels. Et quand on se regarde nous-mêmes, quand on essaie de voir ce qu'on veut faire, on veut réinventer l'habitat et améliorer la vie quotidienne. On se veut être respectueux du milieu environnant en promouvant le confort et un développement durable. Mais quand on a une telle ambition, il faut commencer par essayer d'être exemplaire. Et donc, charité bien ordonnée commençant par soi-même. J'ai illustré ici un petit peu quelques enjeux pour nous-mêmes, car on pourrait les multiplier avec le nombre d'acteurs qu'il y a dans l'industrie. Donc, nos propres objectifs, c'est d'optimiser notre performance environnementale avec des objectifs à 2025 de diminution de 15% de notre consommation d'énergie et de 20% de nos émissions de CO2. Nous voulons aussi participer, justement en anticipant les risques climatiques et aller vers une société décarbonée. Pour ça, nous avons mis en place,
comme d'autres groupes, un prix interne du carbone. On va dire il y en a même deux selon la nature des projets. Je crois que c'est une bonne manière pour un groupe d'envisager ces investissements pour le futur, et nous encourageons tous les pouvoirs publics à établir un véritable prix du carbone, car je crois que c'est une mesure très incitative. Dernier point, nous avons des usines, mais nous avons aussi des bureaux, des bâtiments, et nous avons lancé un programme que nous avons appelé CareFor, avec un objectif de réduction de 75% de nos besoins énergétiques. Le second aspect, c'est de penser que l'industrie, certes, est un problème, mais c'est aussi une solution. Je vous ai illustré à travers l'exemple de l'isolation. Vous savez que Saint-Gobain est un leader mondial en matière d'isolation, tout type d'isolation d'ailleurs, que nos produits, dans leur usage, compensent très rapidement l'énergie qu'ils ont nécessitée pour être fabriqués. Ça, ce n'est évidemment qu'un aspect. Si je zoome maintenant sur la problématique du logement, passons, voilà, c'est ça, très bien. Et pour être pratique, on va prendre l'exemple de la France. Eh bien, on se retrouve dans la situation que vous décrivez. Les 15 millions de maisons individuelles françaises représentent en fait une consommation annuelle de 200 TWh d'énergie finale, à la date de référence qui avait été prise dans nos travaux et ceux du Shift en 2010. Avec plus d'un tiers en fait des bâtiments qui ont été construits avant 1948 et qui sont dans les classes telles que vous les voyez sur le graphe EAG, vous savez, les passoires énergétiques. Représentent 63% de la consommation du secteur bâtiment et la moitié des émissions du secteur. Donc c'est vraiment là qu'il y a le cœur de l'action à mener, c'est sur les bâtiments existants. Je crois que les réglementations qui ont été établies, telles que la RT 2012, règlent à peu près le problème des nouveaux logements, de la construction. Par contre, il y a un problème majeur, énorme, dans l'existant à cause de la faiblesse du taux de renouvellement. Et on peut vraiment cibler le problème dans le logement particulier, car lorsqu'on est dans le tertiaire, on s'aperçoit que très rapidement, les investissements sont faits, car on a une obsolescence plus visible et on peut plus naturellement trouver un retour aux investissements qu'on peut faire. Alors je vais essayer de vous montrer quelques idées que nous avons. Nous ne sommes pas seuls, nous nous regroupons pour les avoir, pour essayer d'accélérer un peu les choses. Car comme vous le voyez dans la deuxième partie du graphe, si on ne fait rien, on aura certes une petite progression, avec moins 30% si on suit les recommandations telles qu'elles sont dans la réglementation aujourd'hui, mais véritablement, si on veut passer diviser par 2 la consommation, on est obligé de faire quelque chose de plus. Et quoi ? Bien, donc on y a réfléchi, on passe au point suivant. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, rénover en profondeur un bâti existant, ce n'est pas facile. Premièrement, c'est techniquement compliqué. Alors, ça peut être compliqué pour plusieurs raisons. Ça peut être compliqué parce qu'on est dans l'haussmannien parisien. Ça peut être compliqué parce qu'on n'a pas accès aux bonnes technologies là où on est. Lorsqu'on est en France, on s'aperçoit qu'il faut être capable d'identifier le ou les bons professionnels. On a mené des enquêtes et on s'aperçoit que tous ceux qui ont eu une expérience dans le domaine de la construction, il y a à peu près moins de la moitié qui est satisfait de son expérience. Donc on se rend compte qu'il y a un petit problème dans la chaîne de valeur. D'où d'ailleurs je pourrais faire des digressions sur les idées qu'on peut avoir en matière de services, en particulier avec le digital. Ce n'est pas donné, ou du moins ça paraît onéreux. Et puis surtout, on s'aperçoit que lorsqu'on investit dans le domaine du logement, on le fait généralement pour des tas d'autres raisons que les raisons énergétiques. On le fait parce que la famille change, parce qu'on s'agrandit, parce qu'on change de lieu, parce qu'on a des problèmes, on veut se protéger des effractions, parce qu'on a des problèmes de luminosité ou d'acoustique, mais rarement uniquement pour les questions énergétiques. Les temps de retour sont estimés beaucoup trop grands. Alors, si on veut véritablement atteindre cet objectif, qui est ambitieux, je crois qu'il faut de nouveaux objectifs. Et l'objectif, en fait, c'est d'arriver à atteindre à l'horizon 2050, pour tous les bâtiments existants, un objectif de classe A ou B. On en est très loin.
Aujourd'hui, vous le savez, toute transaction immobilière doit être accompagnée d'un diagnostic de performance énergétique. C'est joli, c'est coloré. Lorsqu'on se promène dans les rues des grandes villes, on voit que les locations sont assorties d'un beau diagramme. Mais une fois qu'on a vu le diagramme, c'est pas ça qui va changer la décision. Si on a besoin de se loger, on va regarder un équilibre économique, etc. Mais on ne va pas décider avec ça. Il faut être cohérent ensuite en introduisant des rénovations par étapes et en profondeur, mais en liaison avec un objectif global. Or, on perd l'objectif global. Chaque fois qu'on change de propriétaire ou de logement, personne n'a véritablement conscience qu'il y a un objectif global et qu'on peut y contribuer. Ensuite, donc, on a voulu promouvoir en fait ce qu'on pourrait appeler l'idée d'isolation embarquée. Et pour ça, Saint-Gobain et d'autres, on s'est réunis au sein d'une association, l'association Expérience P2E, qui réunit le Cercle Promodule, EDF, le Schneider Electric, le projet de Shift et nous-mêmes, pour essayer de promouvoir cette idée de construire un passeport donc, qui pourrait suivre le logement dans toute sa vie. Ce qui signifie que, après avoir fait le diagnostic initial, c'est l'étape numéro 1 qui existe déjà, c'est le fameux diagramme qui vous permet de savoir où vous en êtes lorsque vous achetez un logement ou lorsque vous louez. Eh bien, on irait plus loin, et on est prêt à y contribuer, les 5 acteurs que je vous ai indiqués, préconiser un certain nombre de travaux, d'investissements, qui certes ne pourront pas se faire tout de suite, mais ces recommandations et ces solutions précalculées pour le logement devraient permettre d'atteindre la classe B. On aurait donc un plan de travaux en fonction de l'histoire de la maison, et ce plan pourrait se trouver dans un passeport numérique qui serait archivé quelque part, pourquoi pas chez les notaires ou dans le cloud, où vous voulez, avec toute une série de conseils, de recommandations, ainsi que de bonnes pratiques. Alors, on est un peu loin des préoccupations géopolitiques, mais en ces périodes préélectorales, je crois qu'il est bon de donner quelques idées concrètes et d'essayer de trouver des chemins pratiques pour progresser. En tout cas, il est certain que si on ne s'attaque pas à l'existant et aux passoires énergétiques telles qu'elles sont, il ne faudra pas compter sur le renouvellement naturel du parc pour atteindre ces objectifs. Donc voilà une petite idée, et j'espère qu'elle vous convaincra. Merci. Merci beaucoup, Claude. Je ne dirais pas qu'on a gardé le meilleur pour la fin, mais on va incontestablement passer au thème le plus glamour, qui est la voiture, le transport, l'automobile. Là encore, énorme gaspillage à l'échelle de la planète dans la manière dont le transport est pratiqué aujourd'hui, qu'il soit transport public ou transport individuel. Et donc, Guillaume, expliquez-nous quel est le constat aujourd'hui sur ce gaspillage, sur les moyens de le contrer, et puis, j'imagine, faites-nous rêver avec des gadgets, qu'est-ce qu'on est en train d'inventer chez Valeo pour contrer un peu ça. C'est à vous, 10 minutes. 10 minutes pour vous faire partager la passion de l'automobile et l'incroyable changement que nous vivons sous l'angle de la transition énergétique, mais qui n'est qu'un aspect parmi d'autres. Et c'est vrai que ça a été parfaitement mentionné au début. L'automobile, c'est à la fois un objet très personnel et aussi un fait de société qui s'inscrit dans un système beaucoup plus large. Alors, l'automobile, il y a d'abord je voudrais d'abord tordre le cou à un certain nombre d'idées fausses. L'automobile, c'est un marché en forte croissance, plusieurs % par an. On vend en bon an mal an une centaine de millions de véhicules tous les ans, et on va vers encore plus en 2020. Il y a au moins un bon milliard de véhicules sur Terre, donc vous voyez la pression sur l'écologie au sens large de ce produit. Mais vous voyez aussi la passion attachée à ce produit, puisque chacun a un attachement personnel à sa voiture. Là aussi, force est de constater que chacun d'entre nous n'a qu'un appétit modéré pour les économies d'énergie en matière d'automobile. Le TCO, Total Cost of Ownership, cher à l'aéronautique, est inconnu de nos ménages. Et finalement, mettre de l'essence dans sa voiture, c'est ressenti plutôt comme une punition que comme quelque chose de rationnel.
Donc la tendance aux économies d'énergie est venue jusqu'à présent de l'État ou des États qui se sont mis d'accord, c'est ce que vous voyez sur ce slide, pour réduire la consommation moyenne du parc. Donc ce qu'on appelle le café, donc chaque constructeur est tenu de ne pas consommer, enfin la moyenne des véhicules vendus ne doit pas dépasser une certaine valeur. On va vers un objectif qui est bien connu, qui est du 95 grammes de CO2 par kilomètre parcouru, ce qui revient grosso modo à 4 litres au 100. On peut faire mieux. Des études récentes montrent qu'un véhicule de taille moyenne, de type Clio ou 208, sont parfaitement capables de faire 2 litres au 100, sous réserve de descendre la masse, d'avoir des moteurs plus performants et bien sûr d'équiper d'une multitude de systèmes Valeo qui permettront ces économies d'énergie. Donc là, et des vitrages Saint-Gobain bien sûr qui vont coopérer. Voilà. Et d'un carburant performant de préférence. Voilà. Voilà, vous voyez, j'en oublie. Alors, ces 95 grammes sont largement partagés par l'ensemble des zones géographiques. Vous voyez ici les différentes réglementations, l'Europe, les États-Unis, la Chine. Il y a des effets un petit peu différents. En moyenne, les véhicules sont plus grands aux États-Unis, donc la contrainte est en fait plus forte aux États-Unis qu'en Europe, même si la norme est légèrement plus élevée. Alors ça veut dire quoi sur le plan technique? Je vais d'abord commencer par l'aspect le plus évident, donc celui qui concerne nos amis motoristes et thermiciens. Je rappelle que 2/3 d'énergie est directement dissipée dans le radiateur et le pot d'échappement. Alors ça donne une transition tout à fait remarquable, on va dire en 30 ou 40 ans, il n'y avait que 2 types de moteurs, et 2 types de moteurs seulement sur la planète. Des essences qu'on appelle MPI, multiports, et des diesels à injection directe, donc c'est bien connu par tout le monde. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit une diversité des solutions, notamment liées à l'application de la fée électrique, qu'on appelle hybridation dans le jargon automobile. Donc plutôt que de gaspiller votre énergie à freiner ou à ralentir, vous allez récupérer cette énergie lors des phases de décélération, la stocker dans une batterie et ensuite la réinjecter pour la propulsion. Donc ça, c'est la simple application du cours de seconde. Quand vous parlez vous passez d'un point A à un point B et que vous revenez au point A, il n'y a pas de travail fourni, donc tout le reste, c'est du gaspillage. Alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a une extraordinaire diversité des solutions, parce que en fait, la solution optimum dépend de l'usage. Donc vous voyez des véhicules standard équipé d'un système stop-start qui est une première forme d'hybridation, jusqu'au véhicule tout électrique. Et vous voyez entre deux différentes sources d'énergie, différentes typologies de moteurs, etc., etc. Donc on voit qu'il y a une hybridation, une diversification absolument extraordinaire des motorisations. Donc on passe tranquillement d'une fabrication de masse à une fabrication en masse de petites séries. Donc ça, c'est la première conclusion. La deuxième conclusion, c'est que l'électrification du groupe motopropulseur est en marche, mais que l'affaire du stockage de l'énergie, donc des véhicules complètement électriques ou complètement hydrogène, n'est pas réglée. Et c'est probablement la variable la plus difficile aujourd'hui à programmer, d'autant plus difficile qu'elle échappe de plus en plus au champ réglementaire des États et devient de plus en plus du champ réglementaire des villes. Bon, ça a été dit précédemment, la population grandit, se concentre dans les mégapoles et il n'y a pas de solution miracle. Donc je vous propose de regarder le deuxième aspect qui est l'usage, et plus particulièrement la mégapole. Donc le superbe objet que je viens de décrire, l'objet qui, à mon sens, est le plus abouti sur le plan industriel de la planète. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, un véhicule d'entrée de gamme, donc 1,5 tonne, 15 000 euros, 10 euros le kilo, ça veut dire que pour les malheureux équipementiers que nous sommes, nous vendons en moyenne à 5 euros le kilo hors taxe. Et je ne connais pas beaucoup d'industries capables de faire des produits aussi performants à 5 euros le kilo. Alors cet objet est particulièrement mal adapté à la ville. Et donc j'ai remis ici quelques chiffres de colonnes l'une à côté de l'autre. Je ne vais pas les reprendre in extenso, mais quand vous voyez que 93% du temps, un véhicule est à l'arrêt, donc il encombre les centres-villes, ce qui est embêtant. Il est prévu, et 80% du temps, quand il est en usage, il n'y a qu'une personne à bord.
Le véhicule est conçu, et notamment ces systèmes de sécurité sont conçus pour résister au moins 150 km/h. Or qu'en pratique, la moyenne diurne à Paris, mais vous la connaissez tous et toutes, c'est moins de 15 km/h, etc., etc. Donc c'est un magnifique objet qui est de moins en moins adapté à son usage. Voilà. Et malheureusement, l'autre objet ou les autres objets qui permettraient de régler ce problème de transport dans ces mégapoles s'avèrent aussi relativement inadaptés. Je ne vais pas parler du RER A ou de tel ou tel, mais simplement, en général, les autorités locales sont impécunieuses et il y a des très grandes difficultés, un petit peu à l'image de l'urbanisme, à recréer des nouvelles lignes de métro, etc. Et en tout cas, la croissance de ces nouveaux moyens de transport ne suffira pas à répondre à la demande. Et là, il y a un coup de baguette magique qu'on appelle le véhicule autonome. Donc je propose de continuer, voilà. Le véhicule autonome qui est très lié à la digitalisation, c'est-à-dire aux nouveaux usages. Alors, je crois que vous pouvez encore cliquer une fois. Alors j'ai listé ici, si vous voulez bien cliquer sur la liste des nouveaux usages, qui est absolument remarquable. Donc on passe d'un schéma relativement simple, transport public, qu'on oppose à transport particulier, l'un étant vertueux pour certains et pas vertueux pour d'autres, etc., à une multitude de nouveaux usages qu'on voit sous nos yeux. Vous en avez en fait des dizaines. Chez Valeo, on estime qu'il y a à peu près 30 000 startups qui proposent des nouveaux usages ou des nouvelles technologies adaptées à ces usages en permanence. Donc on voit que c'est quelque chose qui se bâtit sous nos yeux. Et je vais prendre juste un exemple, qui est l'exemple, la France est particulièrement vertueuse en covoiturage. Pourquoi ? Non pas parce que nous sommes particulièrement vertueux, il suffit de voir la conduite sur périphérique par exemple, mais parce qu'il y a une société, une petite société qui s'appelle Blablacar, j'ai pas d'action, qui a fait une proposition qui marche. Donc le message de Valeo, c'est qu'en fait, il faut faire partie de ceux qui écrivent le futur. Il faut proposer à la fois des motorisations plus saines, plus économes, et également des usages, si vous voulez bien cliquer. Et on voit donc l'impact de ces... Donc j'ai pris une étude de Carnegie Mellon, mais il y en a plein d'autres, qui montrent, je ne vais pas me tromper sur les chiffres, donc je vais... et là aussi, j'ai pas d'action chez Uber, donc vous voyez, une des solutions, c'est le taxi ou le robot-taxi. On voit que dans le cas du robot-taxi, donc vous avez une voiture Uber, mais sans chauffeur, donc là vous diminuez drastiquement le coût horaire, puisque dans le coût de Uber, le coût principal c'est bien sûr le chauffeur. Et vous voyez que si vous appliquez ça à une ville de taille moyenne, de 5 millions d'habitants, vous réduisez la consommation de CO2 sans changer du tout le véhicule de 85%. Vous voyez que vous diminuez les places de parking, évidemment, de 50%, etc., etc. Et en plus, cerise sur le gâteau, vous avez une diminution drastique des accidents. Le véhicule autonome devant être capable de ce qu'on appelle le 10-9, donc moins d'accidents par 1 milliard. Donc là aussi, vous voyez des coûts induits sur d'autres usages de l'énergie. Donc c'est vraiment le système de système dont vous parliez tout à l'heure qui se met en place. Et là, je prends juste un exemple pour rebondir sur ce que disait Madame à l'instant. Typiquement aujourd'hui, vous allez faire vos courses, vous vous déplacez, donc si vous êtes moderne, vous faites du driving, mais pourquoi pas imaginer, avec une petite innovation relativement simple que propose Valeo, entre autres, qui est simplement de transférer la clé que vous avez aujourd'hui simplement sur un smartphone. Donc vous allez donner, vous acceptez que quelqu'un d'autre ouvre votre voiture une fois à un moment donné. Donc là, plutôt que d'aller au driving, simplement les courses vont venir directement dans votre coffre. C'est quelque chose qui se pratique complètement aux États-Unis et l'impact énergétique devient extrêmement fort. Donc vous voyez que les usages changent devant nous. Je pense que c'est à l'image d'un écoulement turbulent. Le sens principal est évident, mais à chaque instant, c'est extrêmement difficile de prédire le sens de chacun des objets. Et qu'en fait, c'est à nous de créer ce mouvement, de créer cet enthousiasme. Et je remercie Google, Apple, Uber et les autres d'avoir quelque part poussé l'industrie automobile qui était considérée comme une industrie de vieille économie à devenir le leading edge, comme on dit en anglais, la nouvelle frontière de l'Internet des objets. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut repenser l'impact énergétique de l'automobile avec les nouveaux usages,
sans oublier les technologies dont je parlais tout à l'heure, qui doivent être bien sûr plus vertueuses. Donc c'est le sens de mon message d'aujourd'hui. Puis dernier message, je pense qu'on a tout en France pour le faire. On a les écoles, on a les cerveaux, on a les talents, on a l'industrie. Les capitaux. Les capitaux également. Je suis peut-être moins spécialiste des capitaux. Et je pense qu'on a tous ensemble à faire ce qu'on appelle les proof of concept, les preuves les essais qui vont, pour certains, se transformer en nouveaux usages et qui paraîtront évidents à nos enfants et petits-enfants. Voilà, merci de votre attention. Merci Guillaume.